Alors, bonjour à tous. Bienvenue au webinaire sur le financement et achat d'entreprise organisé par le CETEC en collaboration avec Desjardins. Je me présente Vincent Lecorne, je suis le PDG du Centre de transfert d'entreprise du Québec, le CETEC, et nous sommes bien heureux de vous recevoir aussi nombreux aujourd'hui pour entendre parler évidemment donc du financement et de l'achat d'une entreprise dans une période qui n'est pas commune évidemment, voire exceptionnelle. Si vous le permettez, je vais commencer par quelques petits détails techniques et ensuite je vous présenterai donc nos conférenciers. Au soutien technique pour m'accompagner, deux personnes que vous pourriez entendre dans le courant de la prochaine heure, d'ici midi, donc Mélanie et Christelle. Vous ne les verrez pas, mais donc vous risquez donc de les entendre. Pour des questions, vous pouvez poser vos questions dans la rubrique Q&A et inscrire vos commentaires dans le chat. C'est justement Christelle qui va vous guider un petit peu au travers de cet exercice en écrivant en premier dans ces deux rubriques. Et puis donc, je la solliciterai un petit peu plus tard pour aller relever vos questions. D'autres éléments plus sur la terminologie, les termes clés qui vont nous accompagner tout au long de cette heure, repris par nos conférenciers. Dans un premier temps, le mot repreneuriat, qui désigne le rachat d'une entreprise par une ou plusieurs personnes. Habituellement, on dit transfert d'entreprise, mais depuis quelques années, le mot repreneuriat a pris sa place et au CETEC, évidemment, on est fiers d'en faire la promotion régulièrement. Le mot repreneur, il s'agit d'un individu ayant entamé le processus de rachat d'une entreprise. Bien souvent, on l'appelle aussi la relève dans le langage courant. Le cédant, c'est un ou une chef d'entreprise qui a entamé le processus de vente de son entreprise. On sait que plusieurs n'aiment pas le terme cédant, mais ça permet juste de faciliter les présentations. Évidemment, autrement, on peut parler de chef d'entreprise. Et enfin, la PME pérenne. Cette PME représente celle qui, au cours de son histoire, préserve l'essentiel de son identité basée sur ses valeurs fondamentales, tout en progressant grâce à sa capacité dynamique. Finalement, cette PME pérenne, c'est celle, les repreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, que vous allez rechercher, celle qui va être capable de faire son renouvellement stratégique et durer dans le temps et qui va donc avoir un intérêt pour vous et dans votre exercice d'achat d'entreprise. Alors voilà pour les termes techniques et maintenant, si vous le permettez, je vais vous présenter avec grand plaisir pardon, nos trois conférenciers d'aujourd'hui, qui sont tous les trois de chez Desjardins, évidemment. Donc, nous avons Alain Chevalier, conseiller principal et coach en transfert d'entreprise. Il y a aussi donc Maude Lemieux, vice-présidente investissement et développement de métier. Et enfin, Richard Quinn, directeur principal en transfert d'entreprise. Alors, ils se joignent à moi. Vous les avez maintenant à l'écran. Il nous manque Alain. Voilà, bonjour à bonjour tous les Vincent. trois. Bonjour Maude, bonjour Richard, bonjour Alain, vous allez bien? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Oui. Prêt pour ce petit exercice? Je pense qu'on a quelques petites personnes, un petit peu de monde qui nous écoute. C'est vous qui avez la pression, moi c'est fini, j'ai fait ma part. Alors écoutez, on va commencer tout simplement, si vous le permettez, avant de vous solliciter tous les trois, par un sondage. On va faire travailler nos participants. Le voilà à l'écran, merci Mélanie. Donc, parmi la liste suivante, quelles solutions de financement connaissez-vous? Alors, ça peut paraître simple pour certains, mais pour d'autres, peut-être pas. Alors, on voulait justement savoir, notre auditoire, qui est là et qui connaît quoi ou pas. Alors, dette traditionnelle, financement flux de trésorerie, prêt sans garantie, balance de prix de vente, équité, et puis, il se peut très bien que vous n'en connaissiez aucune, et c'est l'occasion aujourd'hui d'en apprendre un peu plus. Alors, on vous laisse répondre quelques instants. On tente encore quelques secondes. Et puis, Mélanie, quand tu es prête, quand tu vois qu'il y a assez de réponses, je te confie la décision de nous mettre à l'écran les résultats. Excellent. On est rendu à 76% de taux de participation de Donc, ça fait à peu près 3000 personnes à peu près, c'est bien ça? C'est ça, exactement. C'est ce que j'ai compris. Oui, parfait, je partage ça à l'instant. Parfait. Wow, très bien. Bon, ben, très intéressant. Alors, si vous le permettez, je vais commencer avec Richard. Richard, j'ai une question pour vous, mais peut-être avant de parler des solutions de financement et des stratégies, première réaction peut-être avec ce premier sondage.
Ça vous inspire quoi, ce que vous voyez à l'écran? Le taux de connaissance est très élevé, finalement. Je suis pas mal surpris, donc c'est intéressant, vraiment. Donc, des connaisseurs nous écoutent, alors ça met encore plus de pression sur vos épaules, c'est fantastique. En fait, on va commencer tout simplement, Richard, par une question qui va permettre de poser la table finalement, à la fois pour répondre un peu à ce sondage d'une certaine façon, mais nous expliquer quelles sont les solutions et les stratégies de financement disponibles pour le transfert d'entreprise, principalement chez Desjardins, évidemment. La première chose, Vincent, en transfert d'entreprise, il n'y a pas de produit universel. Donc, c'est un ensemble de solutions, en fait, qui sont adaptées au contexte de la transaction. Donc, un ensemble d'ingrédients qui vont être dosés en fonction du risque et des opportunités de la transaction. Ça, c'est la première chose. Vous le voyez à l'écran, l'histogramme. Donc, vous voyez à sa lecture qu'il y a différentes catégories de financement, solutions de financement. Donc, la dette traditionnelle, la dette senior, la dette junior et l'équité. Nous allons vous les décrire un peu plus en détail tout juste après. Vous voyez aussi que le coût est lié au risque. Hein? Ça fonctionne de cette façon-là. Donc, plus la transaction requiert de la dette qui est patiente, c'est-à-dire de la dette dont le remboursement est reporté dans le temps ou dont le rachat est reporté dans le temps, mais plus le coût sera élevé. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne dans ce type de transaction-là, dans ce type de montage-là. Une des stratégies, évidemment, qui est utilisée dans ce type de montage-là, c'est d'optimiser le financement traditionnel et la dette senior. C'est souvent ce qu'on va voir. Je dis optimiser, je ne dis pas maximiser. Là. Beaucoup de gens essaient d'obtenir le maximum de ces dettes-là, mais ce n'est pas tout le temps la bonne solution là, à appliquer à une transaction donnée, finalement. Donc, en résumé, le travail du financier, c'est de trouver la solution de financement qui va se coller aux besoins de la transaction et qui va permettre de protéger la pérennité de l'entreprise. Un petit peu plus en détail, donc la dette traditionnelle, j'ai vu que le taux de réponse était très élevé sur cette connaissance-là tout à l'heure. Oui, évidemment, le financement là, sur les actifs de l'entreprise, donc terrain, bâtisse, équipement. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui détiennent ce type d'actifs-là. Donc, la bonne chose à faire, c'est premièrement, d'optimiser le financement sur ces types d'actifs-là. Donc, sur les équipements, là, généralement, aujourd'hui, le financement peut atteindre jusqu'à 100% de la valeur comptable ou même parfois la valeur marchande. L'amortissement de ce type de financement-là sera vraiment en ligne avec la durée de vie utile du bien, 5, 7 ans et parfois même 10 ans dans différentes industries. Le financement sur terrain bâti, c'est beaucoup démocratisé aussi au cours des dernières années, donc qui peut se rendre aussi jusqu'à 100% de la valeur marchande, un amortissement jusqu'à 20 ans et parfois même un peu plus. Différent en fonction évidemment de la localisation de l'actif, de sa qualité évidemment. Donc, c'est quand même des financements très intéressants là, pour amorcer un montage financier lors d'une acquisition d'une entreprise. La dette senior, la dette qui est intéressante ici, c'est beaucoup démocratisé au fil des dernières années. Donc, le financement basé sur le flux de trésorerie, comme il est indiqué là, dans la question tout à l'heure du sondage, communément appelé là, dans le marché le prêt cash flow. Les gens le connaissent sous cette appellation-là. Chez Desjardins, nous, ce qu'on a fait, on a développé un produit, le prêt transfert d'entreprise Desjardins, qui est vraiment une solution qui est adaptée là, à ce type de transaction-là de transfert et d'acquisition d'entreprise et qui s'insère à l'intérieur de nos différentes solutions. Aussi, évidemment, ce type de dette-là s'adresse aux entreprises qui ont la capacité d'emprunter au-delà de la valeur de leurs actifs, évidemment, et celles qui ont la caractéristique de ne pas avoir d'actifs tangibles, finalement. Donc, une entreprise qui est une entreprise de connaissance ou une entreprise de service. Donc, c'est un produit là, ou une solution tout à fait adaptée, évidemment, à ce type de transaction-là. Donc, en général, là, si on regarde les deux premiers types de financement, les deux premières solutions, donc la dette traditionnelle et la dette senior, comme je viens de le décrire, dans une transaction là, à 100% de la valeur d'entreprise, mais généralement, ces deux produits-là vont prendre une proportion d'à peu près 50 à 60% du montage financier global de la transaction. Je dirais que c'est pas mal ça aujourd'hui qu'on constate dans le marché. Et nous, c'est notre philosophie également. Très bien. Et donc, ce type de dette, c'est celle qui est la moins risquée, comme vous le présentiez au tout début. Là.
Exactement. C'est la moins coûteuse, généralement un peu moins risquée. Oui. Mais donc, je dis optimiser, donc c'est d'avoir les bons actifs, d'avoir les bons amortissements qui collent finalement à l'entreprise. Ça dépend, vous allez voir, d'un paquet d'autres facteurs qu'on va tenir en compte. Je laisserai la parole à Maud qui va nous expliquer là, la dette junior et l'équité, qui sont quand même des produits très utilisés à l'intérieur de ces montages financiers. Merci Richard. Puis oui, Maud, avant de commencer les explications sur les deux autres parties qu'on voit à l'écran, un commentaire aussi sur le sondage. Vous avez retenu quelque chose au passage? Oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui maîtrisent les différents véhicules. Fait qu'on va parler peut-être de synonymes qui sont utilisés. Oui, merci de le remettre à l'écran. Donc, moi, je vais parler un petit peu plus du prêt sans garantie, de la balance de prix de vente qui est regroupée sous la dette junior et l'équité, mais également un peu les attentes des différents partenaires financiers dans un montage avec ces différents véhicules-là. Très bien. Donc, oui, donc au niveau de la dette junior, évidemment, il y a le prêt sans garantie, donc qui va porter le nom des fois de dette mezzanine, de prêt garanti de rang subordonné, donc des fois avec une garantie de deuxième ou de troisième rang, ou qui n'a pas nécessairement de valeur tangible qui est accordée à la garantie. Évidemment, c'est une dette qui, on le voit, un petit peu plus risquée dans l'axe des X, donc un peu plus coûteuse, mais elle est très flexible et elle vient justement faire un complément par rapport à la dette traditionnelle. À l'intérieur de ces dettes-là, il y a également la balance de prix de vente qui fait partie de ça, que vous connaissez bien, qui est également un prérequis, je dirais, dans toutes les transactions de transfert. Il y a toujours un solde de prix de vente. On en discutait, Richard et moi, récemment, et ces temps-ci, puis je pense que c'est pas mal la tendance. On voit les soldes de prix de vente toujours autour de 15 des transactions qui sont vraiment un financement qui est accordé par le cédant dans le montage financier. 15 Oui, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins. Oui. Ça dépend toujours de l'appétit du cédant à rester dans la transaction. Son niveau de confiance, son niveau de connaissance qu'il a également par rapport aux acquéreurs. Des fois, c'est des employés, il veut les supporter un peu plus. Alors, évidemment, la dette junior, comme nous, chez Desjardins Capital, on vient compléter les transactions avec un solde de prix de vente. Je disais, c'est plus patient, tant le prêt sans garantie que le prêt garantie de rang subordonné ou le solde de prix de vente. Ce sont des véhicules plus patients, des moratoires. Les créanciers en dette senior, en dette traditionnelle vont nous demander régulièrement d'être patients et de le mettre par convention de subordination, qu'on ne va pas on ne va pas exiger des remboursements si eux autres sont en défaut, par exemple. Donc, on va être très patient dans les transactions. Le solde de prix de vente aussi, un horizon peut-être un peu plus court dans l'amortissement que le prêt sans garantie, mais il faut s'attendre également, il faut que les cédants s'attendent régulièrement à ce qu'il y ait également une notion de patience pendant quelques années suite à la transaction par rapport à ce remboursement-là. 2-3 ans à peu près? À peu près, effectivement, Vincent. Oui, ça peut être effectivement un bon amortissement à envisager. On voit aussi que, et c'est un petit peu amplifié avec la COVID, je vous dirais, la notion de solde de prix de vente ou de balance de prix de vente conditionnelle, ou carrément ajouter la notion, et malheureusement, je n'ai pas le terme français, de earn-out, c'est-à-dire vraiment des conditions qui sont rattachées parce que dans une transaction, parfois, il n'y a pas tout à fait l'entente parfaite entre les attentes de valeur du cédant et du repreneur ou de l'acquéreur d'entreprise. Et quand l'écart n'est pas irréconciliable, mais quand même raisonnable, je dirais, il y a possibilité d'attacher une clause d'ajustement. Alors, le earn-out, on peut dire en français clause d'ajustement, qui dit, bien écoutez, on a prévu une valeur X en fonction d'un multiple de BAYA et d'un BAYA, bénéfice avant intérêt, impôt et amortissement de X, que l'entreprise a toujours généré par le futur. Et le cédant dit, je ne vois pas pourquoi qu'elle devrait pas le générer dans le futur, elle l'a toujours généré par le passé. L'acquéreur peut avoir une vue qui est un peu différente, voir certains éléments de risque. Alors, pour attacher le tout, il va avoir une clause d'ajustement. Il va dire, OK, je te paye tant, mais si effectivement l'entreprise performe plus que ce qu'elle a généré par le passé parce que c'est ce que tu me vends, toi, le vendeur, bien, je vais te payer un peu plus. Et ça, cet horizon-là, on le veut effectivement
relativement court, je dirais dans le monde idéal 2 ans. 2 ans. Parce que ça vient un petit peu, des fois, dans la stratégie d'entreprise de l'acquéreur. Ça peut venir le menotter dans certaines transactions ou dans certaines réorganisations qu'il souhaiterait faire. Donc, de manière saine, je dirais 2 ans, maximum 3 ans pour les clauses d'ajustement. Très bien, très bien. Fort intéressant. Il me reste l'équité. Oui, c'est ça, parce que l'équité. Alors là, un coût plus fort, plus important, un risque plus grand. Expliquez-moi. Exact. Allez-y. Donc, on dit que le rendement est plus important ou effectivement, il peut être plus important en équité parce qu'il y a clairement plus de risques. Évidemment, l'équité, votre mise de fonds, comme tout acquéreur va faire dans le projet de transaction, il va mettre une mise de fonds en action ordinaire, en action privilégiée. Alors ça, c'est de l'équité, c'est l'argent qui est plus à risque. Si vous prévoyez certaines portions de votre mise de fonds qui est faite en action privilégiée, c'est normal que les prêteurs en dette junior, dette senior et traite traditionnelle s'attendent à ce qu'il n'y ait pas de rachat de ces actions-là privilégiées à court terme puis qu'il n'y ait pas non plus de dividendes versés à court terme. Dès que l'entreprise, le transfert va s'être fait, qu'elle va générer suffisamment que les plus grands risques reliés au transfert vont être passés, il pourra y avoir des allègements, mais il ne faut pas s'attendre à pouvoir se rembourser la mise de fonds. Donc, c'est l'équité. Et évidemment, il y a possibilité également d'avoir un joueur en capital d'investissement, comme Desjardins Capital, qui investit dans cette transaction-là. On va cibler des entreprises avec une équipe de relève dynamique, avec un marché qui est porteur, avec un produit intéressant. Et on va investir en capital action, on va partager le rendement, partager le risque. En tout cas, pour la mission de Desjardins Capital, évidemment, on est un joueur très patient. Les joueurs en équité vont souvent avoir des horizons, vont vouloir sortir, vont vouloir demander à sortir leur investissement dans un horizon de 5 à 7 ans. De notre côté, on a comme mission d'être vraiment plus patient. Donc, c'est pas rare qu'on reste là pendant 10 ans et plus. Ça permet évidemment à l'équipe de direction de mener plusieurs projets sans avoir le souci de dire il faut que je rachète mon partenaire dans un horizon de 6 ans, par exemple. Donc, nous, c'est notre façon de faire les choses. Et évidemment, on est là pour les accompagner, à mettre en place la gouvernance. Pas quelque chose qui est très compliqué, mais d'avoir vraiment des administrateurs externes qui viennent apporter du conseil, qui viennent entourer l'équipe de direction. Et évidemment, comme Richard l'a mentionné aussi, c'est souvent un équilibre de tout ça qui va faire la bonne transaction. Alors, cet équilibre-là, on le voit dans la présentation, dette traditionnelle, PITED, prêt transfert d'entreprise Desjardins dans le cas, et du capital action, ou de la dette subrogée qui va venir réconforter le prêteur parce qu'il va pouvoir considérer ça comme de l'équité, et du prêt sans garantie ou de rang subséquent qui se rembourse de manière flexible en fonction du plan stratégique de l'entreprise. Le maître mot dans tout ce que vous venez de présenter, effectivement, c'est cet équilibre, évidemment, entre les différentes solutions qui s'offrent aux repreneurs. J'ai envie de poser la question, merci beaucoup Maud, j'ai envie de poser la question à Alain qui lui est plus du côté du patrimoine, donc un petit peu plus du côté du regard du cédant. Qu'est-ce que Alain, en termes de solutions de financement, toi, ton regard, tu le poses comment dans cette première démarche? Ben, c'est ça, à titre de planificateur financier, je travaille beaucoup avec les cédants, puis chaque situation est vraiment unique. C'est sûr que le financement repose beaucoup sur la responsabilité du repreneur. Cependant, il y a un incontournable, c'est que le financement, un peu comme on le voit à l'écran, le financement est souvent en équilibre sur 3 éléments, ce que je dis souvent, moi, tripartite, à savoir la liquidité ou le love money de l'acquéreur, le financement par la ou les institutions financières, parce que des fois, il peut y avoir une cohorte d'institutions financières et ou d'organismes avec un bras financier qui peut venir aider, et la balance de prix de vente que Maud a quand même expliqué très bien tantôt, c'est que l'importance, moi, quand je travaille avec le cédant, c'est que l'importance pour le cédant, c'est de définir les conditions acceptables pour lui dans ce volet financier-là, à savoir le combien. Autant en dollars réels et ou en pourcentage de la transaction, que aussi le comment et les conditions de cette balance de prix de vente-là. Pas pour l'obliger à accepter une balance de prix de vente, ça soit toujours son choix, mais pour avoir la réflexion et éviter qu'il y ait un deal breaker. Tu sais, si on n'a pas fait la réflexion, toute demande de balance de prix de vente risque de choquer. La balance de prix de vente, c'est souvent le mal-aimé là, de la part des cédants. Fait que
pour éviter que ça soit un deal breaker, au moins si la réflexion a été faite, puis que la proposition ou la demande est à l'intérieur de la réflexion, ça devient plus facile de continuer la démarche. Donc finalement, ce que je comprends avec ce que vous nous dites là tous les trois, il y a un côté d'équilibre qui est bien présenté là par Richard et Maude là dans un premier temps. Avec ce que tu nous dis, Alain, on est aussi dans un regard, dans une démarche là de collaboration pour qu'évidemment, on veut que ça se fasse, on veut qu'on avancer dans ce dossier-là, dans ce projet-là. Là, vous nous avez présenté jusqu'à présent les solutions, les différentes étapes, cette notion d'équilibre. Mais qu'est-ce que, avant toute chose, avant d'aller au financement, qu'est-ce que vous prenez en considération avant le financement? Parce que on le sait, les banquiers, les financiers, bon, vous allez regarder des ratios, par exemple. Puis en ce moment, j'imagine, on va y revenir. C'est notre prochaine, ce sera une de nos questions tout à l'heure sur la pandémie. Mais qu'est-ce que vous regardez en premier? Je pose la première question à Richard sous cet angle-là. Merci de la question, Vincent. Elle est très, très importante. Donc, tout à l'heure, on a vu des produits, finalement, des ingrédients. Mais tout cela, le dosage, là, en fait, est dicté par les différentes composantes de la transaction. Donc, la première chose, la santé de l'entreprise, c'est un fondamental. C'est la première chose qu'on va regarder. Ça veut dire quoi une entreprise en bonne santé? Bien, une entreprise qui a réalisé des profits au fil des ans, une certaine constance dans sa profitabilité, un bilan qui est équilibré, un bilan financier équilibré, qui est exempt d'actifs et de passifs qui sont non liés aux opérations, par exemple. Une entreprise qui est innovante, donc qui investit dans ses produits, qui investit dans son futur. Pour moi, là, pour nous, c'est très, très important. Bien positionnée dans son marché. Lorsqu'elle est, normalement, là, ses résultats devraient suivre. Là, ça va ensemble. Qui opère dans un secteur, Maud en a parlé tout à l'heure, hein, avec des perspectives à long terme. C'est tellement important là, de cet aspect-là. Est-ce qu'on est dans une entreprise qui va perdurer dans le temps de par ses produits, son positionnement? C'est beaucoup ça qu'on va regarder. Donc, il y a beaucoup de jugement là, dans cette portion-là. Pourquoi qu'on exige ça? Hein? Les gens se disent, ouais, c'est pas mal de choses là, dans la même phrase. Bien, un transfert d'entreprise, une acquisition, c'est un électrochoc qui est donné à l'entreprise. Il y a un changement de direction, il y a un changement d'actionnaire, il y a un endettement qui est fait, qui est mis en place pour payer le cédant, pour sortir l'équité finalement de l'entreprise. Donc, c'est de la dette qu'on dit souvent improductive, donc qui ne sert pas à faire de la croissance. Donc, et souvent, c'est combiné un plan de développement de cette entreprise-là. Donc, c'est beaucoup d'opérations dans la même transaction. Je me souviens, il y a quelques années, les banquiers se disaient, ben, on fait tout ce qui est impossible à l'intérieur de la même transaction. Mais oui, c'est ça. C'est beaucoup, beaucoup d'éléments dans la même transaction. Donc, on doit doser là, puis avoir un bon jugement de cette portion-là. L'environnement d'affaires, évidemment, le bon moment pour faire la transaction. On le sait très bien aujourd'hui avec la COVID, on va en parler tout à l'heure. Il nous est arrivé un iceberg de côté qu'on n'a pas vu venir. Bien, c'est comme ça l'environnement d'affaires. Donc, c'est tellement important. Est-ce qu'on est dans le bon moment, dans le secteur croissant, décroissant, stable? C'est important de savoir si on paye le bon prix au bon moment, finalement, là, notamment. Et est-ce qu'on va être capable de reproduire les profits à long terme pour pouvoir servir les dettes qu'on va mettre à l'intérieur de l'entreprise? La relève, une relève qui est compétente, qui a du leadership. Donc, on dit souvent là, dans notre jargon, notre cheval, notre personne qui va prendre les rênes là, de cette entreprise-là. Donc, pour moi, le sens des affaires, la connaissance du marché, la connaissance de l'industrie est très, très important. Dans une PME aujourd'hui, là, où tu es assis dans les opérations, il faut que tu connaisses ça. Oui. Une vision pour l'entreprise, Vincent, un plan d'action qui est clair, mais aussi qui est souple. Pour moi, ça a beaucoup, beaucoup d'importance. De l'expérience en gestion, donc d'avoir démontré qu'on est capable de gérer des gens, qu'on a une approche qui est humaine, capable de rallier les gens autour d'un plan. Ça a tellement d'importance oui. D'aller chercher le maximum de nos personnes, tu le sais, hein, Vincent. Mais là, Richard, vous cassez vraiment l'image du banquier qu'on a tous en tête, le méchant derrière ses chiffres, ses calculs, ses ratios. J'entends une bonne compréhension de la situation, quelque chose de très objectif, une approche humaine. Là, vous me parlez de ce profil du repreneur. Je suis rassuré, je suis drôlement rassuré. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont rassurés, là. Ça fait plaisir. Je suis content que tu le constates. Oui, ce genre de projet-là est fait avec des individus. Nos personnes sont importantes à l'intérieur de ça. On doit avoir une confiance qui est mutuelle.
On doit comprendre ensemble quel est le plan, où est-ce qu'on s'en va, pour pouvoir mettre en place les meilleures solutions, finalement, là, qui vont s'adresser à cette entreprise-là. Ça prend aussi, Vincent, un plan de transfert qui est bien documenté, un plan de transfert de gestion. Donc, comment ça va se passer, la passation des pouvoirs? C'est tellement important et il faut que ce soit documenté et bien exécuté, finalement, pour avoir le succès. Et un élément que nous, les banquiers, évidemment, on juge très important, c'est le prix payé de la transaction. Donc, quel est le prix en fonction de la performance de l'entreprise? On appelle ça souvent le multiple du bailleur, hein? Le multiple du bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement. Est-ce qu'il est payé dans une fourchette normale pour l'industrie? S'il ne l'est pas, bien, on paye une prime. Alors, pourquoi on paye cette prime-là? Quelles sont les raisons? Quels sont les avantages de payer cette prime-là? Et il faudra vous attendre aussi que quand on paye une prime, bien, la mise de fonds et la balance de prix de vente sera probablement impactée en conséquence de cela. Donc, ce n'est pas le financement traditionnel et même la dette junior là, qui va venir prendre une portion de ce dépassement-là. Donc, vraiment, les fondamentaux, là, le secteur, l'environnement d'affaires, les gens, finalement, autour de la transaction et le prix vont pas mal dicter là, quels seront les ingrédients et le dosage de chacun à l'intérieur du montage financier. Vraiment intéressant, merci. Je vois des questions passer là sur le plan de transfert. On va essayer d'y revenir après. On va continuer notre petit plan de match là, pour passer au travers d'un certain nombre de points, mais Christelle va avoir beaucoup de travail et nous sortir plusieurs questions. J'espère qu'on aura l'occasion de toutes les prendre. Alain, pour faire suite à ce que vient de nous présenter Richard, du côté plus de la démarche du repreneur avec justement ce plan de transfert, donc une approche beaucoup plus humaine qu'on pourrait le croire si on a des idées préconçues. Du côté du cédant, qu'est-ce qu'il a comme chose à faire de son côté avant que tout se mette toute la démarche commence là, du transfert d'entreprise? C'est ça, au niveau du financement, entre autres, on pourrait penser que le cédant va être assez passif, assez en attente de voir qu'est-ce que son vis-à-vis va faire. C'est pas tout à fait ça. Il faut quand même que le cédant soit très actif, que ce soit pour un transfert familial, que ce soit pour un transfert à des employés qu'on appelle communément le management buyout ou une vente à l'externe. Il doit faire des réflexions, puis il doit travailler en amont. En l'occurrence, ce que je suggère toujours, moi, c'est son horizon de temps. Tu sais, il doit réfléchir à son horizon de temps. Si la personne me dit, regarde Alain, j'ai une fenêtre de 3 mois, je veux vendre mon entreprise dans 3 mois, mais ça va mettre de la pression sur le financement, sur le type de financement possible, et ça peut mettre beaucoup de pression sur lui. L'autre travail que je lui demande de faire aussi en amont, il ne faut pas oublier que souvent, ces propriétaires d'entreprises-là, qui ont une entreprise depuis 25, 30 ans peut-être, n'ont plus de dette depuis peut-être longtemps. Fait qu'ils ne savent même plus comment ce genre d'entreprise-là peut se financer. Fait que souvent, ce que je leur suggère de faire, avant de commencer des discussions et même d'offrir leur entreprise sur le marché, c'est d'aller voir leur directeur de compte actuel pour tout simplement leur demander « Hey, ça se finance comment mon entreprise? S'il y a un acheteur qui arrive, est-ce qu'il y a de l'appétit dans le marché? » Si ce n'est que pour lui se donner du langage, et même lors des discussions avec un repreneur potentiel, peut-être aider ce même repreneur-là, qu'il ne faut pas oublier, cette personne-là aussi est peut-être à sa première transaction, puis c'est un peu des fois de blind leading the blind, comme on dit. Fait que voir comment est-ce qu'on est capable, mais lui-même est capable d'aider le repreneur dans le processus. Aussi, avoir une évaluation de son entreprise faite par un professionnel. Ça peut être son comptable, comme ça peut être un expert en évaluation d'entreprise, pour au moins avoir une valeur réelle et non pas avoir une valeur espérée ou estimée de cette même entreprise-là pour pas brûler le marché, pour pas brûler son entreprise. Avoir aussi défini ses besoins financiers à la retraite, son style de vie, par un accompagnement, par un planificateur financier pour savoir ça va être quoi mon coût de vie, qu'est-ce que j'ai besoin de sortir de cette entreprise-là. Et le point suivant que j'emmène, c'est vraiment l'adéquation entre ces deux derniers points-là que je viens de mentionner. Ça lui donne son buffer, ça lui donne sa manœuvre pour négociation, exactement au niveau de sa négociation, au niveau de même la balance de prix de vente, qu'est-ce qu'il va pouvoir accepter comme balance de prix de vente, possiblement.
C'est aussi la possibilité j'en ai parlé justement de la balance de prix de vente, excusez-moi, d'éviter d'avoir un deal breaker, mais il ne faut pas oublier que de refuser d'avoir une balance de prix de vente, on lance un mauvais message aussi dans tous les gens aux alentours, à savoir est-ce que j'ai confiance à mon entreprise, à la pérennité de mon entreprise, puis est-ce que j'ai confiance à la relève. L'autre volet aussi, l'autre travail en amont qu'il doit faire, c'est au niveau des options fiscales. Vente d'actifs versus vente d'actions. L'utilisation de l'exonération du gain à capital ou pas. Puis je termine en disant mon chapeau de planificateur financier que j'apporte souvent. Dans une situation familiale, souvent les parents croient qu'ils sont obligés de financer l'intégralité d'une transaction. Moi, ce que je leur dis toujours, non, vous n'avez pas à prendre le risque des institutions financières. Retournez votre enfant vers les institutions financières. Je vous dis pas de prendre l'argent puis de vous sauver dans un pays du Sud, mais prenez le risque qui vous revient, mais laissez les institutions financières prendre le risque qui leur revienne aussi. Oui, tout à fait. On a entendu tout à l'heure cette notion d'équilibre, de collaboration. Là, j'entends cette notion de préparation extrêmement importante et puis d'y voir clair pour quand viendra la période de négociation du côté du cédant. Mais Alain, toi et moi, on le sait et que bon nombre de gens qui nous écoutent aussi le constatent, il n'y a pas tant de cédants qui s'affichent que ça. Est-ce que le problème des cédants, au-delà de se préparer, c'est de ne pas se fixer une date de départ, une date pour eux, et évidemment pour finalement lancer un message très clair à ceux qui peuvent avoir un intérêt dans la famille, dans l'équipe, ou alors vers des repreneurs externes? Qu'est-ce que tu recommandes? Excellente question. Puis en fait, la question est je la vois en deux plans. Premièrement, au niveau de l'annonce. C'est sûr que ça devient toujours difficile pour quelqu'un d'annoncer son entreprise. Tu sais, tu veux pas donner des atouts à ta compétition, c'est toujours dérangeant. Fait que ça, c'est difficile. Puis ça aussi, c'est de donner du langage à ces cédants-là, comment le préparer. Comme je leur dis souvent, identifie ton réseau, puis apprends à utiliser ce réseau-là, lancer des lignes à l'eau, puis c'est quoi le message? C'est quoi le message minimal que tu devrais communiquer? Au niveau de l'échéancier, c'est une des grandes faiblesses que les cédants, de par mon expérience que j'ai vue, c'est que les gens n'ont souvent pas, même pas une date ultime. Et lorsqu'ils ont une date ultime, exemple, je veux vendre mon entreprise pour dans 3 ans, n'ont pas d'intérimaire. Et ils se retrouvent 2 ans et demi plus tard, puis absolument rien qui a été fait. Fait que notre travail en tant que conseiller, comme accompagnateur, c'est de s'assurer de les faire progresser et de se mettre des milestones, si vous me passez l'expression, pour pouvoir arriver à destination. Très bien, très bien, très bien. Mais vraiment, merci pour toutes ces précisions à tous les trois. Et on va basculer après avoir dressé ce portrait de ce que vous regardez, des solutions. Je vais poser une deuxième question à nos participants et vous amener après à réagir à ce sondage. C'est tout simplement qu'en ce moment, on est en pleine pandémie. Et donc, ça a un impact sur ce que vous faites au quotidien, tous les trois, et évidemment ce que vivent les entrepreneurs, qu'ils soient repreneurs ou cédants. Le repreneuriat, finalement, est pris dans cette réalité de la pandémie. Alors, 4-5 questions, ou 6 peut-être. Là. La diminution, qu'est-ce qui vous surprend le plus? Donc, c'est la diminution d'annonces, l'augmentation d'offres d'achat. C'est l'accès au financement qui a changé, selon vous, les participants de notre webinaire. C'est la valeur de l'entreprise qui est à la baisse, parce qu'évidemment, là, on le voit, le marché est quand même extrêmement secoué, l'économie en prend un coup. La valeur de l'entreprise qui est à la hausse, vous pensez qu'il y a certaines entreprises qui prennent de la valeur ou vous ne savez pas du tout. Donc, Mélanie, je te sollicite à nouveau dès lors que tu as franchi un certain cap de participation. Je suis curieux de voir qu'est-ce que pensent nos participants face à cette pandémie. C'est bon, on est à peu près 60%. J'attendrai peut-être un petit 10 secondes encore. Ça monte, ça monte. Alors, oui, puis je tiens à dire que je vois les gens qui posent des questions sur les plans de transfert. C'est quoi la balance de vente de façon plus précise? Alors, on ne pourra pas répondre à toutes les questions en direct tout de suite, mais on va essayer de répondre à toutes les questions après ce webinaire, parce que je vois le volume de questions. Christelle va vous assaillir. Alors, avant les questions, le sondage. La pression principale de nos participants, c'est la valeur de l'entreprise qui est à la baisse dans 44% des cas, des réponses. Alors, j'invite tout de suite Maud à réagir à ce sondage avant
avant de reposer une autre question, mais vous en pensez quoi? Vous êtes surprise? Oui, bien, j'avais très hâte de voir le résultat. Ouais. Vraiment, cette question-là était comme un peu une balle courbe. Là. Je ne savais pas qu'est-ce Ouais. que ça allait donner. Donc, de quoi j'allais parler un petit peu plus. Alors, la valeur de l'entreprise à la baisse, oui, ça va être intéressant d'en discuter. L'accès au financement, la diminution d'annonces à 11 %, l'augmentation de l'offre d'achat à 10 %. Je vous dirais d'emblée, évidemment, outre, évidemment, quand ça a frappé au mois de mars puis qu'il y a eu le lockdown, le confinement complet, là, il y a vraiment eu un gel, là, fait que diminution d'annonces d'entreprises à vendre, la réponse est oui, là, ça a gelé. On avait beaucoup de transactions dans notre pipeline et là, évidemment, ça a été un frein. Les vendeurs vendaient plus, les acheteurs achetaient plus. Nous autres, on se demandait ce qui arrivait. Mais dès le mois de juin, là, ça s'est précisé, quoique encore aujourd'hui, je pense qu'on vit un peu mieux avec la pandémie. On sait un petit peu plus vers où on s'en va. On sait que l'horizon va être un peu plus long. On sait surtout les secteurs d'activité qui subissent malheureusement des durs contre-coups reliés à cette pandémie-là. Il y en a d'autres qui réussissent à bien s'en sortir et d'autres qui ont des croissances momentanées, des croissances soutenables. Oui. Alors, mais c'est pas tous les secteurs d'activité qui sont affectés. Ce n'est pas comme une crise économique pour le moment. En tout cas, là, on ne parle pas de crise économique globale dans tous les secteurs d'activité. Donc, on s'est rapidement ajusté. Donc, je parlerai de l'accès au financement. On s'est rapidement ajusté. Puis, on a compris qu'il y a des secteurs vers lesquels, évidemment, que c'est plus difficile. Donc, c'est plus risqué. On ne peut pas aller de l'avant. On suggère de reporter les transactions, mais je vous dirais d'emblée que les gens ont eux-mêmes reporté d'eux-mêmes leurs transactions. Si on parle un petit peu plus de valeur d'entreprise, effectivement, je vous dirais qu'il y a eu une baisse pas mal, jusqu'en juin, l'été. Mais quelqu'un qui a fait évaluer son entreprise par des experts comme nous, on a dans notre équipe chez Desjardins Capital en février et qui l'a fait réévaluer aujourd'hui, c'est similaire. Donc, c'est similaire, mais les composantes de la valeur de l'entreprise ont varié. Le multiple, donc si on arrive, on revient à la valeur d'entreprise pour un petit peu revenir sur les prémices de base, c'est un multiple fois le bénéfice avant intérêt, impôt et amortissement qui est un BAYA caractéristique. Oui. Ce qu'on remarque, si ça donne un chiffre de 10 millions en février, c'est peut-être 10 millions encore aujourd'hui, mais le multiple est plus élevé et le BAYA est un peu plus bas, mais la valeur totale est relativement similaire. Dans les secteurs qui ne sont pas durement impactés par la COVID, bien évidemment. Là, on parle des secteurs bien connus, c'est-à-dire le spectacle, les restaurants, les hôtelleries, le voyage, c'est les secteurs qui sont les plus durement affectés. Donc, c'est un peu ce qu'on a remarqué de ce côté-là. Évidemment, il y a un enjeu qui persiste dans les transactions, la vérification diligente. Actuellement, on est en zone rouge presque partout au Québec. Faire la vérification diligente, ça veut dire également d'aller visiter l'entreprise, de rencontrer des gens. Comme je dis, des fois, de donner une coupe de coups de pied sur le pneu pour voir si ça fonctionne bien. Et là, la santé publique nous recommande de limiter au maximum nos contacts. La beauté de la chose, c'est qu'on a bien apprivoisé le numérique. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en rencontre virtuelle, comme on fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par échange de documentation numérique, pas nécessairement d'aller sur place pour consulter des papiers, mais il y a quand même des rencontres qui doivent se faire physiquement. Ça, actuellement, ça retarde ou ça met un petit peu de sable dans l'engrenage dans certaines transactions. Ceci étant dit, les transactions continuent d'évoluer quand même au moment où on se parle. Donc, il y a encore du deal flow, là, si vous me permettez l'anglicisme. Oui, c'est rassurant quand même. Oui, c'est quand même rassurant. Ça m'amène à poser une question presque similaire à Richard dans la suite de ce que vous venez de dire. Maud, c'est la question peut-être $1 million, mais on peut toujours donc acheter et vendre son entreprise en ce moment en période de pandémie. On peut la vendre en ligne, là, quasiment, finalement. C'est ça, là. Bon, même si on ne va pas taper sur le pneu, là, je n'ai pas trop compris l'histoire du pneu. Richard, c'est encore possible, alors? Oui, c'était Vincent, tout à fait. Maud a bien expliqué là, ce qui s'est passé. Évidemment, il y a eu la fermeture de l'économie, il y a eu une période d'ajustement en juin, juillet. Mais je regarde aujourd'hui, évidemment, dans les secteurs qui ne sont pas affectés ou moins affectés, finalement, il y a des transactions. Nous en faisons, nous sommes présents là, dans ces marchés-là. Notre appétit est variable, évidemment, d'une transaction à l'autre, d'un secteur à l'autre, c'est normal. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Et ça devrait être la même décision
de la part des cédants et des repreneurs. Donc, est-ce que c'est le bon moment pour faire la transaction? Est-ce qu'on doit fragiliser l'entreprise, comme je le disais tout à l'heure, en ce moment-ci, alors que dans une crise, c'est le temps de gérer la trésorerie, gérer l'incertitude, finalement, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Donc, oui, nous sommes là, on fait des transactions. Maud le disait tout à l'heure, la valeur n'a pas beaucoup changé jusqu'à maintenant. Il y a eu de l'incertitude sur la valeur, mais le changement n'est pas encore perceptible dans le marché. Les prochains mois vont nous dire combien de temps ça va prendre pour revenir à la normalité, à la normalité finalement. Mais la normalité, si ça se prolonge, là, je vous demande de regarder dans votre boule de cristal, Richard, je sais que vous en avez une qui est incroyable. Là, on se retrouve en septembre 2021, octobre 2021, toujours avec confinement, 3e, 4e vague. La valeur des entreprises, l'économie va être au ralenti. Vous allez regarder quoi, là, s'il y a encore des deals qui se présentent sur la table? Oui, je vous ai pas entendu, Vincent. Je peux peut-être prendre la question au vol. Oui. Dans le fond, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va mettre beaucoup l'accent, comme on fait, sur, évidemment, l'équipe de direction et l'entreprise, le secteur d'activité. Parce que si, effectivement, tout ça persiste encore dans un an, ça se peut très bien qu'il y ait plus de gens qui aient perdu leur emploi, donc qu'il y ait des répercussions sur l'économie un petit peu plus générale, ce qu'on ne vit pas très fort actuellement. Donc, ça va être ça qu'il va falloir considérer, mais il va y avoir encore des transactions, il va y avoir encore des consolidateurs d'entreprises qui vont vouloir en acheter d'autres, qui vont vouloir s'intégrer verticalement. Et à ce moment-là, on va mettre encore plus l'accent, puis c'est vraiment le rôle de l'investisseur, on met beaucoup l'accent sur l'équipe de direction, la capacité à faire des acquisitions, à les mener à terme, est-ce qu'ils en ont déjà fait, le secteur d'activité. Et je vous dirais l'importance, même aujourd'hui, de bien structurer la transaction. Et peut-être l'incertitude, parce que vous le dites, si en septembre 2021, on est encore dans le semi-confinement, ça va dire quoi? Bien, l'important, c'est de bien structurer les transactions, puis peut-être de prévoir un peu plus d'équité, un peu plus de dette patiente. C'est notre police d'assurance pour s'assurer de passer à travers la prochaine année ou le prochain 18 mois qu'on ne sait pas trop. C'est peut-être de prévoir une portion un petit peu plus importante en dette patiente ou en équité pour attacher tout ça. Il y a également des véhicules de coopératives de travailleurs actionnaires qui peuvent être mis en place également, qui viennent non seulement rallier, mais souder l'équipe d'employés au sein d'une entreprise dans un transfert et qui représentent aussi une portion d'équité dans la transaction. Donc, il y a différents véhicules. Donc, on parle d'équilibre toujours, mais d'un équilibre peut-être un petit peu plus solide en termes d'équité et de dette patiente. Mieux planifié. Ah, ça, c'est la joie du direct. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ce qu'on vient de présenter avec Maud, Alain? Donc, finalement, l'ajustement du côté du cédant dans cette réalité de la pandémie qui perdure, qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce que tu recommandes? Ben, écoutez, ce qu'il ne faut pas oublier, puis je vais revenir plus spécifiquement au cédant, mais c'est tout un écosystème, hein, un transfert d'entreprise. C'est pas seulement que 2 parties ou 2 individus, mais il y a tout un grand groupe de professionnels et d'intervenants. Je dis aux gens, vous n'êtes pas seuls là-dedans. Fait que minimalement, je reviens avec ça. Oui, il y a eu des baisses de valorisation d'entreprises, on a vu, mais on a vu aussi des entreprises qui ont pris de la valeur. Fait que moi, je retourne les gens à dire, allez faire confirmer la valorisation de l'entreprise par un professionnel, que ce soit votre comptable, que ce soit un expert en évaluation d'entreprise, comme on a vu sur un web que vous avez diffusé il y a quelques semaines. Faut pas oublier que ces gens-là, leur rôle, les professionnels, c'était comme ça avant, puis c'est maintenant aussi, c'est de normaliser les chiffres. Fait qu'eux, ils sont là pour regarder aussi, puis de voir, est-ce qu'il y a eu un pic vers le haut ou un pic vers le bas qui peut s'expliquer, mais qui va être temporaire, puis eux vont voir à normaliser un peu comme Maud mentionnait. Fait que pour assurer aussi les 2 parties. S'il n'y a pas d'urgence, je vous dirais, attendez avant de faire l'évaluation. Laissez le temps au temps. Laissez passer un peu pour que les choses se normalisent, malgré qu'on n'a pas de boule de cristal et on ne sait pas ce qui peut arriver. Okay, puis, je reviens sur... Vous l'avez pas, la boule de cristal. Non. Exactement, malheureusement. Puis, je ramène 2 choses. On parlait tantôt de balance de prix de vente, puis on parlait de close earn-out que Maud a mentionné tantôt. Puis, j'emmène juste la différence pour ceux, parce que j'ai vu qu'il y avait une question qui a passé là-dessus. Sans être trop simpliste, une balance de prix de vente, c'est que le cédant accepte, exemple, 150 000 $ qui va lui être remboursé sur 2 ans, 3 ans, peut-être maximum 5 ans.
Et s'il y a un délai, la dette reste là, puis elle doit être payée à un moment donné. Tandis que le earn-out, qui est plus au niveau des résultats, va dire, exemple, j'ai 200 000 de balance de prix de vente ou de earn-out. Sur 5 ans, c'est 40 000 par année. Et selon le rendement, ça va m'être payé. Mais si les résultats ne sont pas au rendez-vous, ça devient un write-off pour le cédant. Oui. En contrepartie, il peut y avoir une clause cependant que si les résultats sont supérieurs à qu'est-ce que il peut y avoir un boni aussi. Fait que tout ça se discute et c'est l'important de se faire accompagner et de faire en sorte d'avoir le bon langage. Et je termine pour le cédant, pour ce que tu emmenais. Je reviens au point que je mentionnais tantôt, de vous donner le buffer, d'aller chercher l'information, la valorisation de l'entreprise et ce que vous avez vos besoins. C'est sûr que si mon cédant est rendu à 75 ans, 80 ans, son horizon de temps est rendu beaucoup plus court. Et c'est sûr que si l'évaluation au mois de décembre dernier était à 1,2 million, puis que là, à cause du COVID, c'est rendu à 900 000, c'est plate de perdre 300 000 potentiellement. Mais si son planificateur financier lui a dit, garde, tu as besoin de 500 000 de ça, le restant, c'est du gravy. Oui. Bon, il ne sera pas plus heureux d'avoir perdu 300 000, mais au moins, il sait qu'il a la latitude de manœuvrer et d'atteindre ses objectifs. Faites-vous aider, faites-vous accompagner. Très bien. Merci. On a dépassé un petit peu, là, je vois 11h47. Je reviendrai avec votre dernier conseil peut-être dans quelques minutes, mais je vais peut-être prendre d'abord auprès de Christelle une question ou deux dans le Q&A. Bonjour Christelle, est-ce que tu as une question qui t'a marqué sur laquelle tu veux attirer notre attention? Oui, on va y aller avec des définitions parce que vu le temps qu'il reste, c'est assez court. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer les termes prêt mezzanine et prêt subordonné? Très bien. Alors, Richard ou Maude? Je te laisse aller, Maude. Oui, pas de problème, Richard. Oui, bien, prêt subordonné. Donc, c'est un prêt qui est accordé, évidemment, comme Desjardins Capital, mais on a d'autres partenaires qui font ce genre de dette-là également, qui est garanti de rang subordonné. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une hypothèque sur l'ensemble des actifs mobiliers, immobiliers, présents et futurs, mais après le prêteur sur la bâtisse, la dette traditionnelle, et après le prêt cash flow, si effectivement il y a un prêt cash flow. Donc, rendu à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de valeur tangible à la garantie. Alors, il se met patient bien souvent. Le prêt, fort probablement, le créancier traditionnel va demander qu'il n'y ait pas de remboursement de capital dans les premières années. Il va demander des clauses à l'effet que si lui, il est en défaut, prêteur traditionnel, que le prêteur de dette subordonnée ou de dette mezzanine, qui est des fois peut-être un petit peu plus temporaire, là, mais qui est le même genre de véhicule, va être patient et va laisser passer la dette traditionnelle. Ça amène un taux d'intérêt qui est un peu plus élevé, mais en contrepartie, le prêteur doit ajuster les modalités de remboursement et le rendre très flexible, c'est-à-dire moratoire initial d'1 an, 2 ans pendant que la dette cash flow se paie et également de moduler le tout selon le plan stratégique de l'entreprise. Merci Maud. Une autre question, Christelle, 49, on est dans les temps. Christelle, on ne t'entend pas. Oui, une dernière question rapidement. Est-ce que le fait d'utiliser la balance de prix de vente peut donner des avantages fiscaux aux cédants à long terme? Je vais y aller. La balance de prix de vente, en fait, elle fait partie du prix de vente comme tel. Donc, les années, donc c'est un amortissement sur quelques années par la suite, l'impôt sera payé sur chacune de ces années-là, jusqu'à un maximum de 5 ans. Donc, si la balance de prix de vente est plus grande que 5 ans, l'impôt est payé sur 5 ans, finalement, pour ce montant-là. Donc, pas vraiment d'avantage fiscal, outre que de différer dans le temps. Oui, c'est longtemps. Très bien. Bon, c'était une réponse rapide. Christelle, si tu as encore une question sous le coude, on la prend. D'accord. Alors, une petite question rapide. Alors, est-il plus difficile de financer un achat d'actions versus un achat d'actifs? C'est équivalent. Aujourd'hui, 95% des transactions sont faites sous la forme d'achat d'actions. Donc, je dirais que l'industrie, nous sommes très familiers avec ça. Donc,
On voit souvent des achats d'actifs dans des industries où il y a des risques, finalement, par exemple dans le domaine de la construction, par exemple. C'est ce qu'on voit. Pour le reste, je dirais que les achats d'actions sont la majorité des transactions. Faut pas oublier que même la discussion entre achat d'actions et achat d'actifs, ça devient quasiment une des premières négociations entre les deux parties. Comme on dit toujours, un vendeur veut vendre les actions, l'acheteur veut acheter des actifs pour des raisons fiscales et principalement. Là. Bonne précision, Alain, merci. Merci Christelle. Je reviens peut-être parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais je reviens avec votre conseil ultime à tous les trois. Je vous donnerai peut-être 1 minute de parole à chacun encore une fois. C'est quoi votre conseil pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui pour venir vous solliciter chez Desjardins? Ils doivent être bien préparés de ce qu'on a compris, mais c'est quoi votre conseil sur lequel vous voulez absolument insister, Richard? Bien, évidemment, de bien s'entourer. Faire une transaction comme celle-là, ça demande quand même plusieurs spécialités autour de la même transaction. Donc, de se réunir une équipe, je pense que c'est la bonne chose. Évidemment, de planifier et de prévoir de l'espace, de prévoir aux imprévus à l'intérieur de votre montage financier. Pour moi, c'est très important de penser comme ça. Tu peux pas... C'est impossible aujourd'hui de surendetter une entreprise et s'attendre qu'on va reproduire les mêmes résultats. On ne sait pas, il y a beaucoup d'incertitudes, donc il faut prévoir de l'espace. Donc, utiliser des produits, un bon équilibre, aller chercher des moratoires, mais s'assurer d'avoir de l'espace au cas où il y a un recul des résultats, tout simplement. Merci, Richard. Alain, ton conseil? Mais moi, je dirais ne pas improviser. Entre autres, le cédant, même si tu connais très bien ton entreprise, moi, ce que je dis toujours aux gens, tu vas rencontrer un acheteur, tu vas rencontrer un autre professionnel, fais-toi une liste de mots-clés. C'est quoi le message que tu veux lancer? C'est avec quel message tu veux que ton vis-à-vis reparte? Aussi, ne pas présumer, surtout dans le domaine familial ou management buyout, ne pas présumer que je sais c'est quoi les besoins ou les attentes de l'autre, aller le questionner. Et si je peux me permettre, parce que j'ai vu une question, puis ça va en ligne avec la réponse de Richard, on demandait qui peut m'aider comme consultant ou quoi que ce soit. Oui, c'est d'aller voir les consultants dans différentes sphères. Et sachez aussi que ces mêmes consultants-là, vous pouvez avoir des subventions par des organismes comme Emploi Québec qui vont venir subventionner les frais de ces consultants-là. Fait que n'ayez pas peur d'utiliser tout ce qui est à votre service. Merci Alain. Et enfin, Maud, votre conseil ultime, Maud, c'est quoi? Je dirais de bien exécuter. Oui, d'aller voir des consultants, mais pour un repreneur ou un acquéreur, d'aller voir son directeur de compte qui connaît quand même bien tout ce qui entoure une transaction d'acquisition. Et de bien exécuter, ça veut dire également, quand ils vont aller voir son directeur de compte, d'avoir un plan, par exemple, de 100 jours, de dire, moi, je veux acquérir l'entreprise et voici mon plan de transfert. On en a parlé, Richard en avait parlé. Mais concrètement, c'est quoi? Qui va faire quoi? Alors, on vient rejoindre le point improvisé, de l'écrire très formellement et de l'exécuter correctement, de ne pas reporter. Il y a souvent, évidemment, dans le cadre des transactions, dans les achats d'actions, entre autres, ou les achats d'actifs, dans la convention, il va y avoir toujours un délai où le cédant dit « je vais accompagner les repreneurs pendant un certain nombre de mois pour transférer certaines connaissances ». Alors, d'exécuter, de ne pas, si, mettons, il est là pendant 6 mois ou 1 an, de ne pas attendre dans le dernier trimestre. Des fois, ça arrive que le cédant il va être moins intéressé et son mandat va s'écourter. Donc, exécutez à la lettre votre plan de 100 jours pour vraiment vous approprier l'entreprise que vous allez acquérir. Très bien, de sages paroles. Merci beaucoup, Maud. Écoutez, notre webinaire tire à sa fin tranquillement. Évidemment, on n'aura pas répondu à toutes les questions, mais je pense qu'on a quand même brossé un beau portrait. Je vous remercie énormément, Maud, Richard et Alain, pour votre expertise, votre disponibilité, votre générosité pour ce matin, pour nos participants. Merci beaucoup là, de tout ce que vous avez présenté. Merci aux participants qui ont posé des questions. Je tiens à dire qu'on va s'assurer et on répercutera les questions vers nos panélistes si nécessaire. Pour vous répondre par courriel, vous revenir dans ce que vous avez déposé dans la boîte Q&A ou le chat, le cas échéant.
Donc, merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Moi, je retiens de cette présentation quand même quelques mots-clés, comme je l'ai souligné à l'occasion, cette notion d'équilibre dans le montage financier que vous avez présenté. Donc oui, il y a plein de solutions, mais la notion d'équilibre qui va être recherchée, la collaboration qui a été présentée à plusieurs occasions entre l'ensemble des parties, puis de voir que le banquier, le financier est un partenaire, c'est avec lui qu'on peut le faire. Donc, autant bien établir une bonne relation. J'ai retenu aussi, enfin, peut-être ce qui a été sous-entendu dans le cadre de notre réalité de la pandémie, c'est l'approche sectorielle. Donc, vous allez avoir aussi une analyse en fonction des secteurs, de la réalité des entreprises concernées dans un regard un petit peu plus sectoriel, parce qu'évidemment, l'impact de la pandémie peut varier d'un secteur à l'autre. Donc, ne pas, d'un côté du cédant, se précipiter. Il n'y a pas d'urgence, comme l'a dit Alain à un moment donné. Et puis, je pense qu'effectivement, du côté du repreneur, ne pas se jeter non plus sur ce qui apparaît une opportunité qui ne le sera pas, peut-être du côté du regard du banquier, parce que justement, ce secteur-là est peut-être en déclin. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont de l'innovation, qui n'ont pas des bonnes idées, mais d'être prudent dans ces démarches-là avec la pandémie que nous connaissons. Alors, merci à tous pour votre partage. Merci. Vous avez bien aimé, Maude, Richard et Alain, ça vous a bien plu? Oui, belle expérience. Merci beaucoup de l'invitation, Vincent. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci à tous les participants pour les nombreuses questions. On va tenter de vous répondre. Oui, tout à fait. On va s'assurer de faire ça vu qu'on avait une petite heure puis qu'elle tire à sa fin. Je tiens à rappeler que dans ce qui circule sur le PowerPoint aussi là, à l'écran avec Mélanie, vous avez un prochain rendez-vous qui est annoncé, entre autres, le 24 novembre pour le sommet international du repreneuriat. Donc, on va essayer de faire un retour du sommet pendant une demi-journée en mode virtuel, évidemment, parce que c'est ça la réalité pour tout le monde aujourd'hui. Alors, j'espère qu'on pourra répondre à d'autres questions, à d'autres aspects du repreneuriat. Merci à tous encore, merci à toute l'équipe, merci aux participants et merci à nos 3 merveilleux conférenciers. Et Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au plaisir.